2, 1, 2. Ouais, c'est bon. Bon, alors je vais vous faire une petite présentation rapide du projet OpenPassView que vous avez peut-être déjà aperçu. Et après, on enchaînera sur les petits hackers, parler en général de ce qu'ils font sur les ateliers et quelques projets qu'ils ont envie d'évoquer aussi. Donc déjà, je commence. Donc, je suis Benjamin Bernard, membre de la Maison du Libre. Donc, je suppose que vous connaissez à peu près la Maison du Libre. C'est une des assos qui a fondé en fait les Fabriques du Ponant. Donc je ne vais pas m'étendre dessus. Donc c'est une association qui a pour objectif de promouvoir le libre sous toutes ses formes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le projet OpenPassView. Alors le projet OpenPassView, il est né d'une idée qui est relativement simple. C'est que vous connaissez probablement Google avec son service Street View qui se balade dans les rues en voiture, qui vous permet de reparcourir les rues comme ça, de manière virtuelle. Sauf que c'est bien intéressant de faire les rues. J'ai envie de dire d'ailleurs merci à Google déjà de l'avoir fait, mais ce qui est de plus intéressant, ils l'ont pas fait. Tout ce qui est lieu de patrimoine ou autre, des lieux qui ont un attrait touristique ou des lieux qui sont tout simplement beaux, ils l'ont pas forcément couvert. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de le faire nous-mêmes avec nos propres moyens. Donc on a commencé ça il y a à peu près un an. On a testé différentes solutions avec des petites webcams ou autres, essayer de refaire ce genre d'outils là. Et puis on a réussi à aboutir au sac à dos qui est là. Donc on a eu besoin d'argent bien sûr pour le faire. En l'espace de 2 mois, en allant voir des associations qui géraient des lieux de patrimoine, la ville, des collectivités ou autres, on a réussi à réunir 4000 euros. Et sur ce prototype-là, aujourd'hui, on a dépensé que 3500 euros. Donc on avait largement ce qu'il nous fallait pour réussir à montrer que c'était possible. C'est un sac à dos qui est donc équipé de 6 appareils photo, un GPS, une boussole, plus d'autres capteurs, accéléromètre, gyroscope ou autres, qui nous permettent de corriger la position GPS. Il a une autonomie de 3h30 si on fait des photos tous les 10 mètres, en marchant à une vitesse normale, quoi. Et on a un poids de 4,6 kg, le tout étant contrôlé par une petite montre connectée, parce que on n'a pas envie de se trimballer forcément avec un ordi, ou même d'avoir le téléphone tout le temps à la main. Donc l'idée c'est d'avoir la montre, parce que on n'a pas envie de se soucier en fait du fonctionnement du matériel. On veut que ce soit accessible au maximum de personnes. On prend le sac, on met le sac sur le dos, on le lance avec la montre, mode automatique, on fait une photo tous les 15 mètres par exemple, et puis après on part en balade avec. On n'aura rien besoin de faire de plus. Donc une fois qu'on a fait toutes les images, on récupère donc toutes ces images, donc tout le traitement automatisé. Un petit exemple, ça c'était sur le conservatoire botanique, l'image qui est là. En 2 heures de marche, on a dû faire à peu près, je crois qu'on était entre 250 et 300 panoramas. Donc ça fait beaucoup de données. On s'est basé sur des logiciels qui étaient déjà existants pour l'assemblage, Eugin, et on a automatisé en fait toute la procédure d'assemblage et les détections d'erreurs, ce genre de choses là. On a rajouté aussi également un algorithme de floutage. Alors ça c'est une contribution qui nous vient du Canada pour l'algorithme de floutage. Donc une fois qu'on a l'image, elle n'est pas très sexy l'image, hein. Ça donne des images de ce type là en dessous. C'est ce qu'on appelle une projection équirectangulaire. C'est une image d'une résolution de 40 mégapixels. Donc cette image là, vu qu'elle n'est pas agréable à regarder, il y a aussi besoin d'une visionneuse. Est-ce que je l'ai là? Ouais. Je ne vais pas pouvoir scroller comme ça. Je vais prendre un autre exemple un peu plus récent que celui-là. Voilà. Donc on a récupéré une visionneuse qui était déjà existante. C'était un petit projet qui avait été fait par Mathieu Petrov, un Anglais. Il l'avait fait parce que lui, il avait besoin d'une visionneuse et qu'aujourd'hui, dans le domaine des visionneuses web de Panorama, il y a grosso modo qu'une seule solution. Ça s'appelle KR Pano et c'est propriétaire. Donc nous, notre idée, c'est vraiment de tout faire sous licence libre. Donc on s'est dit, on va se renseigner un petit peu sur ce projet-là. On a contribué un petit peu, corrigé quelques bugs qui étaient assez bloquants. Et on a réussi à avoir cette visionneuse-là, donc en travaillant avec un Anglais là-dessus, quoi. Donc ça, par exemple, c'est une image qui a été prise le week-end dernier pour les commémorations des 70 ans de la libération de Kipava. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on est disponible aussi avec ce sac à dos-là. On peut se rendre sur des événements où Google n'aurait pas forcément pu aller. À ce moment-là, Google n'aurait pas forcément pu se rendre sur place. Là, on n'était pas par hasard là-bas non plus. C'est une association qui gère le patrimoine sur la commune de Kipava qui a aussi financé la construction de ce sac à dos. Donc du coup, on échange, on leur fait un peu de photos. Ce sera diffusé à la médiathèque de Kipava, sur le site de l'association aussi. Enfin, voilà. L'idée, c'est on a ce deal-là avec les associations en général. Elles ont financé une partie du projet et en échange, on leur fait des photos panoramiques. Et l'idée après avec eux, c'est d'aller encore plus loin que l'image, c'est de rajouter des descriptions autour de ces images-là pour vraiment poursuivre la visite du lieu, avoir des liens vers des fiches qui décrivent un peu plus l'histoire du lieu, ce genre de choses-là.
Donc voilà une petite liste des partenaires, parce qu'on est obligé de les citer quand même. L'adresse du site du projet, si vous voulez vous regardez quelques panoramas qui sont sur le site. Vous pouvez aussi en retrouver sur le site des Vieilles Charrues. On a eu un partenariat pendant les vacances avec le site des Vieilles Charrues. Donc on avait l'exclusivité en fait sur tout ce qui est photo panoramique des Vieilles Charrues. Et toutes ces images qui sont produites là sont sous licence Creative Commons. Si quelqu'un veut les récupérer, imprimer le panorama ou autre, il pourra tout à fait le faire. Il n'y a pas de souci, il suffit de nous contacter. Donc voilà, merci pour votre attention. Et on va juste enchaîner sur les petits hackers rapidement, puis on verra les questions après, quoi, du coup. Donc ça c'est un projet qui est développé pendant l'atelier des petits hackers, le samedi après-midi. Voilà, celui-là, ouais. Donc je vais laisser la parole. Léo, tu veux présenter globalement ce qu'on fait au niveau des petits hackers? Alors, les petits hackers, c'est une association qui a été, enfin, c'est pas une association, c'est une activité qui a été créée il y a 3-4 ans. Donc au début, elle se tenait au Pelle-Guérin, donc c'est Arnaud Yonnet qui était à l'initiative. Donc il proposait aux enfants de faire une découverte du libre, de Linux, et puis de montrer que on peut faire autre chose que jouer sur un ordinateur. Donc programmer. Et puis voilà, donc on a découvert le terminal, les machins, enfin toutes les subtilités de Linux. Bref. Et plus tard, donc on a eu un autre local à Pénarcréache, et puis je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu accueillir beaucoup plus de monde. Donc cette année, on devait être une quinzaine. Donc pendant ces après-midi, on prend des... Alors là, je parle du groupe de l'après-midi. Donc pendant l'après-midi, on prend des cours de programmation, de graphisme, donc avec des cours Blender. Au niveau programme, on voit du Python, du JavaScript, enfin voilà. Sinon, il y a un autre groupe qui est le matin, qui eux sont plus orientés électronique, donc qui voient, ils font des robots, ils font des trucs avec Arduino. Donc par exemple, ils ont fait des tableaux avec et après ils les mettent en lumière. Donc ils mettent des LED, des buzzers, des trucs pour faire de la musique, et voilà. Donc ça c'est pour globalement. Donc cette année on attend beaucoup plus de petits hackers. Donc j'ai appris ce matin que c'était le plus jeune devait avoir à peu près 8 ans, et après il n'y a pas de limite d'âge. On va mettre en place un groupe pour débutants pour avoir qui vont suivre un curriculum de formation minimum, du minimum syndical à savoir. Donc une petite formation Linux, et puis des petites formations de programmation. Et sinon on va fonctionner par projet. Donc l'idée c'est chacun ramène des idées, des projets, et puis tiens, j'ai envie de faire une machine, qu'est-ce qu'il me faudrait pour faire ça? Donc on fait la liste. Et puis tiens, il faudrait coder en Python. Moi je sais pas coder en Python, toi tu sais? Ouais. Tu pourrais nous donner un cours s'il te plaît. Donc voilà. Donc là cette année on va essayer de fonctionner un peu plus comme ça pour le groupe expérimenté. Voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Voilà. Ouais, donc sinon c'est uniquement des bénévoles qui sont au petit hacker, donc qui animent. Le matin en général, les animateurs sont des parents de petits hackers parce qu'ils les accompagnent. Et puis l'après-midi, on a plusieurs animateurs. Par exemple Benjamin ici présent et puis sinon on a 3-4 autres animateurs qui viennent régulièrement. Voilà. Du coup, je vais laisser la parole à Baptiste, qui va nous présenter des projets, qui va nous présenter ses projets. Ouais, donc moi je vais faire dans la continuité. Ça fait bizarre de parler devant le micro. Moi je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait en termes de 3D, parce que je suis arrivé... attendez, je me resitue. Donc oui, voilà, c'est ça. Alors déjà, là, je suis à la place de Christelle, qui est partie un peu avant, parce qu'elle était prise
prise par le temps, donc je vais parler à sa place. Pour vous parler un petit peu de un groupe qu'on a créé il y a à peu près un an, qui consiste en fait à regrouper des graphistes 2D, 3D, dont je fais partie, mais également les développeurs de ces fameux logiciels. On a par exemple, on aime beaucoup le logiciel Blender qu'on utilise très souvent, et on a pu se mettre en contact avec un des développeurs de Blender, donc c'est une énorme chance. Grosso modo, le principe c'est d'apprendre. Donc on partage nos connaissances, on dit ah tu connaissais ce petit truc, ah non je connaissais pas, bon bah tant mieux, on se partage les trucs comme ça et on essaie on essaye de mettre en place des projets un peu plus gros. Donc là par exemple on est bientôt, on va créer un, j'ai perdu mes mots, on va créer un que personne se marre s'il vous plaît. Oui voilà, on va créer, ça m'est revenu, une expo, donc en fait une expo tout simplement où on va présenter un petit peu le déroulement du travail. Donc par exemple pour ceux qui connaissent un peu la 3D, on parle de la modélisation, ensuite on va faire ouais, c'est ça en gros le groupe qui a été créé il y a un an. Voilà, 2D, 3D, vous pouvez vous inscrire sur la mail list, hein, c'est jusqu'à preuve du contraire, la mail list est encore gratuite. Et donc du coup comme ça vous pouvez discuter avec nous et potentiellement venir aux réunions qu'on organise assez couramment. Généralement, on essaie d'en faire une par mois. Donc voilà l'idée. Maintenant, moi, je vais demander à Simon de me rejoindre, parce qu'il est temps qu'on se marre un peu, pour vous parler d'un autre projet. Donc là, par contre, il faut que j'explique un petit peu comment j'en suis venu à l'idée, parce que j'étais à la base. Te planque pas, toi. Donc en fait au début je suis arrivé à MDL il y a 3 ans de ça, donc j'étais en seconde c'est ça. Je suis arrivé à MDL et en fait je voulais apprendre à développer parce qu'au début j'avais pas très bien compris le principe de MDL, je voulais développer sur Minecraft, voilà. Donc je voulais apprendre le Java et après je me suis dit je connais déjà la 3D, ça fait un an que j'en fais, donc pourquoi pas expliquer aux autres comment ça se passe. Donc du coup j'ai commencé à expliquer ce que c'était que la 3D, j'ai découvert le logiciel Blender en plus. Donc du coup maintenant ça fait 3 ans que je suis dessus, ça commence à faire beaucoup. Je continue à leur apprendre, hein. Au fur et à mesure que j'apprends des trucs, j'apprends aux autres. C'est un petit peu pour ça que je suis là maintenant, plus que pour apprendre moi, apprendre aux autres plus. Et donc du coup j'ai eu l'idée, comme j'aime bien la 3D, de réaliser une salle de motion capture. Alors tu pourrais nous mettre l'image s'il te plaît? Donc en gros une salle de motion capture, c'est, pour ceux qui ne voient pas, c'est... C'est au cinéma, on a des. C'est quand on voit les personnages qui ont une combinaison un peu bizarre avec plein de capteurs sur le. Je vais mettre de l'autre côté, moi, tiens. Qui ont plein de capteurs sur le corps et qui bougent, et après ça retranscrit numériquement, donc sur un logiciel 3D, le mouvement de ce personnage. L'idée, en fait, c'est de réaliser comment dire, ce concept qui est accessible uniquement au gros budget, genre 2 milliards de dollars pour faire un film. Là, l'idée, c'est de le proposer en version open source, donc que tout le monde puisse le faire et potentiellement accorder cette chance à ceux qui ont moins de budget, quoi, aux petits films, mais qui du coup auront un peu plus de moyens derrière. Si tu as quelque chose à ajouter, pourquoi tu as décidé de venir dans le projet? C'est un nouveau arrivant des projets. J'étais intéressé par le projet. Voilà, c'est tout. Bon, faut savoir que c'est un bon élève de 3D, hein, je précise quand même, parce qu'il le mérite. Bon, si vous avez des questions maintenant. J'avais une question à poser, c'est par rapport au je vois un intérêt. Maintenant, de plus en plus, on arrive à rendre des choses, à rendre des images ou des films actifs, c'est à prendre des zones et puis dire que tu vas dans cette zone-là. Ça devient actif. Donc tu as une petite fenêtre qui apparaît, puis tu peux mettre, je sais pas, que tu cliques, c'est le roi René ou le roi Dupont, enfin bon, qui est né. Et il peut y avoir une utilisation de ça hyper pédagogique, c'est-à-dire qu'en plus que tu tournes à 360 degrés, parce que suivant quand tu arrives sur telle partie du monument ou telle autre, tout ça apparaît, sa vie, son œuvre, peu importe, après toi le contenu, mais je trouve oui, que c'est assez extraordinaire d'avoir la vue à 360 degrés, de pouvoir resituer avec l'orientation, quoi. Et de faire que ça soit actif, c'est-à-dire que sur cette zone-là, tu puisses voir apparaître des informations. Oui,
Oui, voilà, oui. Enfin, rendre actif une partie de l'image, ça devient. Bon. Il y a de la demande en tout cas là-dessus. Donc ça c'est la prochaine, vraiment la grosse phase de développement qu'on aura sur ce projet-là. On travaille déjà avec, étant donné qu'on a des accords avec les gens chez qui on va faire des images, c'est en général des gens qui gèrent des lieux de patrimoine, qui connaissent exactement l'histoire du lieu, qui ont pas mal de documents d'archives. L'idée c'est de voir avec eux comment est-ce qu'on va mettre en valeur tous ces documents d'archives, comment est-ce qu'on va pouvoir ressortir tous ces documents et les calquer en fait sur les images. Ça peut être aussi des descriptions audio, enfin on va essayer de travailler avec eux là-dessus. Voilà. Mais là, on a un petit peu de développement encore à faire sur cet aspect-là, mais on compte effectivement le faire. Ouais. L'idée, c'est d'aller au-delà de l'image, de ne pas juste se contenter d'avoir des photos panoramiques du lieu. Quoi. D'utiliser ce fait-là pour pouvoir amener d'autres informations qui vont permettre. Oui, voilà, ouais. Il y a de la demande, que ce soit pédagogiquement, il y a des recherches énormes là-dessus, parce qu'il y a ce besoin. Bah là, pour pas le cacher, on était en contact récemment avec une entreprise qui, on s'attendait pas du tout à ce genre de secteur d'activité. C'est une entreprise qui fait de la sécurité sur des chantiers navals. Et bah eux, en fait, ce qu'ils font, c'est que quand il y a un bateau qui arrive, il faut former des chefs de chantier qui vont assurer la sécurité du chantier. Et donc là, on est en train de voir avec eux pour mettre à disposition le sac à dos, donc sous forme de location ou autre, qu'ils puissent photographier le lieu directement quand le bateau arrive et que le lendemain, le chef de chantier, même s'il n'est pas encore déjà arrivé sur place, il puisse se former en fait, avec des indications de sécurité sur les images. Voilà, c'est ce genre de choses-là. On commence effectivement à travailler sur ces points-là. Parce qu'après, comment dire ça? Oui, tu peux aussi former des gens et puis qui vont avoir cet équipement-là pour aller sous-traiter ou faire dans d'autres communes. Ouais, voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir rendre accessible l'outil après pour que d'autres personnes puissent l'utiliser, quoi. Voilà, ouais. Et de pouvoir en faire d'autres aussi. Pouvoir en faire d'autres sacs à dos pour qu'on puisse après en distribuer un peu partout, quoi. Il y en a qu'un, et le point bloquant, c'est les appareils photo qu'on utilise, qui aujourd'hui sont plus commercialisés. Et donc ça, on commence déjà à travailler dessus. On va les remplacer par, on est en train de redévelopper une portion d'appareil photo en fait, vraiment la partie qui nous intéresse de l'appareil, en partant directement d'un capteur photo. Ça, c'est notre prochaine grosse phase de développement. Et l'idée serait de produire un petit module d'appareil photo qu'on puisse chaîner, qu'on puisse en connecter autant qu'on veut les uns aux autres et qui soit synchronisé entre eux. Ça pourrait être utilisé donc sur le sac, mais sur d'autres projets, quoi. Ça peut être un rail photo, ce genre de choses-là. Voilà. Genre de smoothie. Voilà, ouais. Oui. Il faut faire attention, ouais. Il faut faire attention, si on passe en intérieur, effectivement, on va se payer quelques murs ou autres avec. Non, il faut faire attention, mais à titre de comparaison, donc chez Google, les anciens sacs à dos, c'est 18 kg. Donc on est quand même largement en dessous. Est-ce que tu sais, enfin, moi je vois, ils font des villes comme ça où tu te déplaces, des villes virtuelles, tu te déplaces, que tu vas jusque dans les boutiques, tu peux voir les produits, d'avoir une finalité aussi. Ouais, bah après, ça peut être des choses qui sont intéressantes, ça demande énormément de travail après derrière. Ouais. L'idée, c'est que c'est libre, hein. Donc si quelqu'un veut rajouter des choses autour de la visionneuse pour justement reproduire ce genre de visite-là, c'est possible. Ouais. Là, le projet il a été lancé il y a un an. En fait, le sac à dos, le premier prototype, enfin, le premier prototype qui était à peu près fonctionnel, qu'on a réussi à avoir, on a réussi à l'avoir fin août. Donc on l'a construit en l'espace de 2 mois, le premier prototype, mais bon, c'était pas génial, on pouvait pas faire des photos en mouvement avec, c'était très mal synchronisé. On a amélioré tout ça après, et là maintenant on peut faire des photos en mouvement avec sans problème, quoi. On part en promenade et on s'arrête pas avec. Bon bah, je vous remercie.